Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Semence Mag ici au Salon international de l'agriculture. Alors aujourd'hui, nous allons parler nouvelles technologies appliquées au végétal. On appelle ça les NBT, New Breeding Technology. Alors de quoi s'agit-il? Comment ça fonctionne? Quels sont les garde-fous, les garanties et surtout, question essentielle, qu'est-ce que ça va changer à la fois pour les agriculteurs mais aussi pour les consommateurs? C'est ce que nous allons voir avec nos deux invités. Marie-Cécile Damave, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur agronome, responsable innovation marché du groupe de réflexion Agridé. Et Jean-Yves Ledéo, bonjour. Bonjour. Alors vous avez été député de Meurthe-et-Moselle, vous avez présidé l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Et j'ose dire que vous êtes un de ces rares députés qui connaissait particulièrement bien ce secteur parce que dans une autre vie, vous avez été aussi dans des laboratoires. Absolument. Vous avez aussi travaillé sur la recherche fondamentale. Absolument, à l'INRA et à l'Université de Lorraine. Alors, quand on parle de NBT, c'est quoi les NBT, Marie-Cécile? Alors NBT, donc nouvelle technique de sélection génétique, voilà comment on peut le traduire. En fait, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un nom un peu fourre-tout qui contient à peu près une dizaine de technologies qui sont plus des technologies récentes que nouvelles. Parce que nouvelles par rapport à quoi? Par rapport à quand? En fait, elles sont plus récentes que la transgénèse, qui est la technique qui permet d'obtenir des OGM aujourd'hui. Voilà. Donc, si je vous comprends bien, NBT, c'est le nouveau mot joli pour dire OGM? Alors, c'est une bonne question. C'est la question à laquelle tout le monde essaye de répondre. Et en fait, ça dépend de la définition de l'OGM. NBT, c'est une technique. Un OGM, c'est un produit. Donc, en fait, la question, c'est est-ce que les NBT donnent des OGM ou pas? Et alors, la réponse? En fait, comme les NBT sont des techniques très différentes les unes des autres, on ne peut pas avoir une réponse monolithique. Ce n'est pas possible. Donc certaines de ces NBT font appel à des transferts génétiques d'un individu à l'autre et d'autres non. Il y a deux grandes catégories. Et celles qui ne font pas appel à un transfert génétique, c'est ce qu'on appelle de la mutagénèse, donc des mutations qui sont commandées, en fait, par le sélectionneur. Et à ce moment-là, c'est de la mutagénèse qui pourrait se rapprocher de mutagénèses classiques, qui sont très couramment utilisées aujourd'hui en amélioration des plantes, et qui sont aujourd'hui moins précises, moins dirigées que celles qui sont proposées par certaines des NBT, justement. Alors, pour être très concret pour nos amis téléspectateurs qui ne sont pas forcément ni des scientifiques, ni des agriculteurs, ni des agronomes, donnez-moi un ou deux exemples de ce qu'on peut obtenir ou des travaux qui existent en matière de NBT. Alors, il y a toute une série d'espèces qui sont travaillées avec ces techniques-là aujourd'hui. Il y en a qui sont déjà commercialisées. Je pense par exemple à la pomme de terre qui ne brunit pas, en fait qui a une durée de vie plus longue, donc mise au point par une entreprise qui s'appelle Simplot en Amérique. Et en fait, c'est un caractère qui est assez intéressant, le fait qu'il y ait une durée de conservation qui soit plus importante. C'est aussi un caractère qui a été obtenu chez le champignon de Paris, encore une fois en Amérique, où du coup la durée de vie est plus longue pour ces plantes-là, ce qui permet une meilleure conservation et finalement une lutte contre le gaspillage alimentaire. Jean-Yves Ledéo, en tant qu'ancien parlementaire, en tant que ancien président de l'Office parlementaire d'évaluation, quand on commence à parler de NBT, de mutagénèse, ça ne vous inquiète pas un peu? Vous dites, attends, hop, prenons un peu de temps. Je crois que les mots sont toujours inquiétants. Mais je vais essayer de revenir sur la question que vous avez posée. On connaît aujourd'hui, dans toutes nos cellules, dans nos organismes, on a des gènes. Et c'est les gènes qui font qu'on devient l'individu qu'on est ou qu'une plante, comme celle-là, devient un palmier. Rapprochez le micro pour que vous entendez bien. Donc on a une programmation. Et on était capable, de manière très grossière, d'aller chercher des gènes dans une espèce et les mettre ailleurs. C'était les OGM. Et c'était, comme disait une des découvreuses de ces nouvelles techniques, on tapait comme avec un marteau de forgeron sur les gènes, alors qu'aujourd'hui on est capable d'arriver à des scalpels moléculaires. C'est-à-dire qu'on est capable d'une grande précision, d'une grande rapidité, et on peut corriger dans les gènes des erreurs dues à des mutations. Par exemple, il y a une maladie qui est simple qui s'appelle la bêta-thalassémie, une maladie du sang, et on sait qu'il y a un changement à un endroit d'un acide aminé dans le gène. Eh bien, on sait aller le réparer, on sait aller le rechanger,
et on pourrait, en injectant des cellules, soigner des gens qui ont ces maladies. Donc on a aujourd'hui une très grande précision, alors qu'avant on avait des techniques qui étaient des techniques très imparfaites. Alors est-ce que c'est des OGM? Oui, sans doute, s'il y a eu s'il y a eu une mutation et que l'homme l'a fait. Mais on est aussi des OGM. C'est-à-dire qu'en 3 milliards d'années, en 4 milliards d'années, on est passé de l'algue bleue aux plus beaux représentants qui sont là de l'espèce humaine. Et ça s'est fait par des mutations. Donc aujourd'hui, on est capable de faire ces mutations et de savoir ce qu'on fait de manière précise. Si jamais on met des lignes rouges, à mon avis, c'est des techniques qui doivent être utilisées dans l'agriculture pour, comme le disait Marie-Cécile tout à l'heure, pour modifier des aliments, pour améliorer les qualités nutritionnelles, pour éviter des produits chimiques. Aujourd'hui, par exemple, dans la vigne ou dans la pomme de terre, on a du mildiou et de l'oïdium. Eh bien, on est obligé de mettre du sulfate de cuivre. Si jamais on est capable d'aller chercher un gène naturel de résistance, on évitera de mettre du sulfate de cuivre au niveau des vignes et ça devrait réconcilier les biotechnologies et l'agroécologie. Alors, Marie-Cécile Damave, je crois que Jean-Yves Le Déaut le disait à l'instant, on est là dans de l'agriculture et des technologies d'une infinie précision. Ça n'a plus rien à voir avec ce qui se faisait ces dernières années quand on parlait par exemple de transgénèse et d'OGM. Alors, en fait, chaque découverte scientifique est une amélioration par rapport aux précédentes. En fait, la transgénèse était plus précise que les technologies utilisées précédemment. Et aujourd'hui, parmi ces techniques-là, effectivement, on atteint encore plus de précision par rapport à la transgénèse. Le mot de précision, c'est un mot clé. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'agriculture de précision, notamment dans le domaine du numérique. On parle du big data, on parle des drones, des algorithmes. Qu'est-ce que c'est que la précision ? Dans l'agriculture, c'est considérer chaque plante et chaque animal individuellement et non plus un champ ou un troupeau. Connaître son état sanitaire, connaître ses besoins nutritifs, connaître sa génétique, précisément à un emplacement du champ en fonction de la composition du sol, de la météo, etc. C'est ça l'agriculture de précision et à mon avis la génétique de précision grâce au NBT en fait partie. Alors pour expliquer ce que ne sont pas les NBT, prenons un exemple que tout le monde connaît, que tous nos amis qui nous regardent connaissent, c'était cet OGM tolérant aux herbicides ou résistant aux herbicides. Ça n'existera pas sous forme de NBT. Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? En fait, c'est ça la question. Aujourd'hui, effectivement, la tolérance herbicide, c'est un caractère qui est pratique, qui est confortable en termes de production agricole pour l'agriculteur lui-même, parce que ça lui permet d'avoir moins de passages au champ, de mieux s'organiser dans sa vie de tous les jours, dans son agenda de traitement, etc. Mais effectivement, pour la société, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Et je pense qu'aujourd'hui, le monde agricole a bien compris les demandes sociétales et c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que la société demande ? Elle demande effectivement moins de produits chimiques de synthèse dans l'agriculture. Et effectivement, en cultivant des plantes qui sont elles-mêmes résistantes à des insectes, résistantes à des maladies, à ce moment-là, on peut s'affranchir davantage de certains produits chimiques de synthèse. Jean-Yves Le Déaut, est-ce qu'on va vers, alors je ne vais pas dire une agriculture plus raisonnée, mais plutôt une agriculture plus raisonnable? Comme le disait Marie-Cécile Damave à l'instant, on fait ce dont on a besoin, ce qui est véritablement utile. On en a fini avec la période des apprentis sorciers? Ouais, il faut. Ce que réclame le public, c'est et les consommateurs, c'est que le produit soit sain. Donc si jamais, grâce à des techniques, on peut à la fois augmenter, je ne dis pas au niveau national, mais au niveau mondial, la production, parce qu'un vrai problème de demain, c'est la démographie qui va nous amener à 10 milliards d'individus sur notre planète. Et si on est capable d'avoir des plantes qui résistent au changement climatique, qui ont des productions qui sont moins consommatrices en eau, qui résistent au stress hydrique, des plantes qui peuvent pousser sur des zones salinisées et des plantes qui ont de meilleures qualités nutritionnelles, on aura fait des progrès. Et si on est capable de le faire en utilisant moins d'intrants, moins d'azote chimique, moins d'engrais, moins de produits phytosanitaires, on aura gagné. Donc aujourd'hui, le problème,
c'est qu'il y a une grande incompréhension dans le public qui vient de cette bataille des OGM et de cette malbouffe qu'on a indiquée. Il faut donc démontrer que ces produits qui vont être fabriqués demain, ils sont meilleurs pour le consommateur. Et si jamais on ne le démontre pas, à mon avis, les consommateurs ne l'adopteront pas. Il faut qu'ils aient un bénéfice, le consommateur. Mais est-ce qu'on n'est pas aussi dans une situation un petit peu délirante avec des consommateurs qui, très légitimement d'ailleurs, demandent que l'agriculture soit moins polluante, soit moins consommatrice en eau, moins gaspilleuse en eau, et puis de l'autre côté, on dit bah non, on ne veut pas vous donner les moyens technologiques parce que la technologie, ça fait peur, on ne la maîtrise pas. Donc finalement, on risque de stagner à un moment ou à un autre. Mais il faut organiser, je crois, le débat. Et le débat, il doit commencer, ce que j'ai dit dans le rapport il y a 2 ans du Parlement, il doit démarrer dans les écoles, il doit démarrer dans les lycées. Il faut qu'on évalue les bénéfices et les risques d'une technologie. Que si jamais, effectivement, il y a des dangers, eh bien la technologie, on ne l'utilise pas. Il faut qu'on sache quels sont les bénéfices d'utilisation d'une technologie. Et ces technologies, à mon sens, car elles sont précises, rapides, peu coûteuses, elles doivent permettre des améliorations, notamment dans toute l'agriculture, pour arriver à une agriculture raisonnée, et elles doivent servir dans l'agriculture biologique. Marie-Cécile Damave, les NBT, on en parle depuis 2011 à peu près. Est-ce que c'est suffisant pour avoir assez de recul sur l'intérêt, les bénéfices, voire les inconvénients de l'utilisation de ces technologies? Oui. Certaines sont plus récentes que d'autres. Dans cette catégorie NBT qui a été inventée par la Commission européenne effectivement en 2010, à ce moment-là, CRISPR-Cas9 n'existait pas. On n'en parlait pas du tout. Bah, c'est une des NBT. C'est une des NBT, effectivement. C'est de l'édition de génome, c'est de la mutagénèse dirigée. Donc, effectivement, des techniques précises. C'est l'une des plus précises aujourd'hui, où on sait exactement où la modification génétique a lieu dans le génome sans transfert venant de l'extérieur. Je voudrais juste revenir sur une chose. C'est important de contextualiser. NBT tout seul, c'est important de montrer que c'est une série de technologies qui sont en fait les plus modernes dans l'amélioration génétique des plantes comme des animaux d'ailleurs, puisque ces techniques sont aussi utilisées en amélioration des animaux d'élevage. Mais en fait, la question qu'on doit se poser, c'est quel est le rôle de l'amélioration génétique dans l'agriculture d'une manière plus générale. Et en fait, aujourd'hui, on reste à une vision assez binaire entre l'OGM d'un côté et puis, on va dire, le bio de l'autre côté, entre l'agriculture productiviste et l'agriculture plus agroécologique. En fait, c'est pas ça. La réalité, elle n'est pas là. La réalité, elle est dans quels sont les différents moyens que moi, agriculteur, j'ai à disposition en termes de connaissances, en termes de pratiques, en termes de connaissances agronomiques et en termes de techniques pour atteindre mes objectifs. Mes objectifs, c'est quoi? C'est avoir un marché, vendre mon produit et gagner ma vie, en fait, avec mon activité d'agriculteur. Donc, on parle beaucoup des rendements et de la productivité, mais pas seulement. Il y a bien sûr la qualité. Ça sera en fonction du contrat que j'ai avec mon client. Il faut que je trouve un marché. Et pour trouver un marché, il faut effectivement que mes pratiques et mes produits répondent aux attentes et aux besoins de ce client. Donc, c'est ça, en fait, qui est important. Je voudrais aussi ajouter une autre chose. On a l'impression qu'il y a une incompréhension dans la société, effectivement, par rapport à la génétique, aux biotechnologies d'une manière générale et au NBT en particulier. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'aujourd'hui, notre sécurité alimentaire, elle est acquise. Qu'on aura toujours les étals des supermarchés qui seront comblés d'aliments abondants, diversifiés, peu chers. Mais en fait, c'est pas du tout évident. Monsieur Ledéo parlait tout à l'heure du changement climatique. C'est une véritable pression sur la production agricole et agroalimentaire au niveau mondial. Et il faut en tenir compte. Et on a l'impression que c'est une menace dont la société n'est pas consciente aujourd'hui. Et donc, la génétique, c'est une manière de gérer ce risque-là, en amont. Alors, il y a les scientifiques et puis Jean-Yves Ledéo, il y a vos anciens collègues parlementaires. On peut imaginer qu'ils soient très prudents aujourd'hui sur ces nouvelles technologies. On a été, à mon avis, prudents et sans doute trop prudents parce que les politiques n'ont pas pris de décision en 20 ans sur ces sujets qui sont des sujets majeurs. L'amélioration des plantes, l'homme l'a réalisée depuis des millénaires. On est passé de l'épithéocinthe au maïs, qui était un épi, au maïs, qui est un produit compact et qui sert aujourd'hui dans l'alimentation dans de nombreux pays du monde, et que
ces techniques d'amélioration des plantes, l'homme l'a réalisé petit à petit par des apports successifs. Aujourd'hui, il y a eu un rejet global des biotechnologies. On rejette la technique parce qu'on pense que la technique peut apporter du mauvais. La technique n'a sans doute pas toujours apporté le meilleur. Mais aujourd'hui, de refuser, comme certains, des produits issus de ces nouvelles technologies, en disant, pour jeter le doute, que ce sont des OGM cachés, ce qui n'est pas le cas, eh bien, ça n'aide pas, globalement, le développement de nos filières agricoles. Alors, qu'est-ce que doivent faire les parlementaires, par exemple? Eh bien, les parlementaires, ils doivent, à mon avis, montrer du courage, se saisir du sujet, organiser le débat et mettre en place un certain nombre de lignes rouges à ne pas franchir, c'est vrai, parce qu'on peut en avoir dans le domaine de la santé, on peut en avoir dans le domaine des insectes qu'on pourrait modifier et qui pourraient conduire à l'extinction de certaines espèces, mais on peut aussi, grâce à cela, aider le développement de l'agroécologie et avoir une agriculture beaucoup plus raisonnée. Et c'est ce qu'il faut dire. Sauf qu'on est dans un monde dans lequel, aujourd'hui, la fausse science a pris le même niveau que le savoir. Et qu'un certain nombre de personnes pensent qu'une opinion ou une croyance, elle vaut le savoir. Donc le savoir, il n'est peut-être pas bien expliqué, mais il faut être capable de l'expliquer. C'est aux parlementaires de le faire. S'ils ne le font pas, les parlementaires, eh bien, pendant 10 ans, l'Europe va continuer à décliner sur un certain nombre de sujets, alors que les États-Unis, la Chine, le Brésil, l'Argentine et un certain nombre d'autres pays vont avancer. Donc aujourd'hui, ce débat, nous devons l'avoir au niveau de notre pays. Ça doit commencer dans les lycées, dans les écoles, pour qu'il y ait des vrais débats organisés sur ces questions, qui sont des questions non pas simples, par lesquelles on répond oui ou non, ou blanc ou noir, mais qui sont des questions complexes. Justement, j'allais dire aussi, pour être un peu polémique, est-ce qu'on n'a pas là un débat de gens riches qui ont à manger tous les jours? Parce que si on pose le problème des NBT du côté de la FAO, par exemple, ils diraient nous, on aimerait bien que ce soit un peu partout, que tout le monde ait accès à cette technologie. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a aussi ça, il y a cet enjeu d'alimentation au niveau planétaire qui est important? C'est majeur. Juste avant, peut-être que vous complétiez, il y a 100 prix Nobel qui en 2016 ont signé un manifeste. Dans ce manifeste, il disait que ne pas utiliser les biotechnologies actuelles pour nourrir l'humanité, c'était un crime contre l'humanité. C'est passé relativement inaperçu. Et on donne plus, à mon avis, dans les médias, on donne plus de poids à des gens qui jouent sur les peurs, qui sont souvent infondées, plutôt que d'organiser le débat autour de cette discussion. Parce que 10 milliards d'individus demain, si jamais on continue à faire des dégâts à la planète comme on le fait aujourd'hui, eh bien, on ne vivra plus sur cette terre. Marie-Cécile, imaginez que je ne sois pas journaliste d'une 50aine d'années, mais un jeune lycéen, par exemple, et vous devez m'expliquer les NBT. Vous feriez comment? Quelqu'un, en préparant cette émission, m'a dit que c'est une histoire d'interrupteur. Oui, alors, encore une fois, simplifiant à l'extrême. Toutes les NBT sont différentes, hein, mais effectivement, je peux pas vous répondre en disant les NBT permettent ceci ou cela, mais effectivement, certaines d'entre elles, et CRISPR-Cas9 en particulier, voilà, permettent d'éteindre ou d'allumer un gène, et si on le veut, d'insérer quelque chose de l'extérieur, mais pas obligatoirement. Voilà. Donc, il faut savoir que dans le génome aujourd'hui, de n'importe quel être vivant, il y a du matériel génétique qui n'est pas allumé. Il est là, mais en fait, il ne s'exprime pas. Et du coup, avec cette technique-là, en sachant précisément où est ce matériel génétique intéressant, à ce moment-là, on peut le réveiller ou l'allumer, effectivement. Donc, mais ça demande de connaître très bien le génome en amont. Et du coup, ça demande en fait une connaissance génétique de l'existant. Et ça, en fait, ça c'est possible aujourd'hui, mais c'était pas possible, ou alors à des prix, on va dire 1000 fois plus élevés il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Donc ça, c'est aujourd'hui, c'est une chance énorme, en fait, qu'ont les généticiens de pouvoir connaître l'existant. On a séquencé, on appelle ça séquencer le génome d'un certain nombre d'espèces aujourd'hui, qu'on connaît donc très bien, très finement, au niveau de chaque gène, et ce qui fait qu'on peut savoir où sont ces fameux gènes à réveiller ou à éteindre pour justement les améliorer dans le sens que l'on cherche, nutritionnel ou autre.
Alors, on se rappelle d'une période compliquée en France sur fond d'OGM. On avait vu une fuite des cerveaux des chercheurs qui allaient plutôt travailler aux États-Unis, où ils travaillaient en sécurité et parfois aussi avec des meilleures conditions de travail. Est-ce que là, sur les NBT, les chercheurs français sont bien placés ? Alors, en fait, la recherche française est toujours bien placée. Le problème, c'est le transfert d'innovation. C'est-à-dire, au sein du labo, on a des très bonnes compétences, mais après, pour sortir des labos, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que dès qu'il s'agit d'essais en plein champ, il y a souvent des destructions d'essais, comme vous le savez. En fait, la France, dans les années 90, était le pays européen où il y avait le plus d'expérimentation au champ d'OGM. Et en fait, année après année, tous ces champs d'expérimentation, qu'ils soient publics ou privés, ont été détruits les uns après les autres. Ce qui fait que dans les instituts de recherche publics, finalement, il n'y a pas eu de délocalisation possible. Et finalement, la recherche n'a pu continuer qu'à l'intérieur des labos, alors que dans les entreprises privées, elles ont délocalisé effectivement à l'extérieur des frontières, dans des pays où il n'y a pas eu ces problèmes de destruction. Et là, en matière de NBT, la France, par rapport à ses concurrents directs, bon, qui sont nos concurrents en matière de recherche ? C'est la Chine, en fait. C'est vraiment la Chine qui, en termes de nombre de publications, est numéro 1. On reste ensuite aux États-Unis et effectivement, pays d'Amérique du Sud, Brésil, Argentine, qui sont très présents. Mais au niveau européen, c'est compliqué parce qu'il y a cette question juridique, cette incertitude juridique qui effectivement donne très peu de visibilité aux industriels pour savoir s'ils peuvent ou non investir dans ces techniques pour mettre en place des nouvelles variétés. Jean-Yves Le Déaut, on parlait tout à l'heure du rôle et de ce que devaient faire les parlementaires français, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de travail du côté de l'Europe, du côté des parlementaires européens, voire de la Commission européenne. Il y a deux types de travail. Je pense que la situation est grave, je vais reprendre d'abord, elle est grave au niveau de l'Europe, parce qu'on n'a pas de très grosses sociétés en termes de semences. Elles n'ont pas grandi parce que les recherches ne se sont pas faites. Nos chercheurs sont partis à l'étranger, on a perdu notre capacité d'expertise internationale et on n'a pas de grosses entreprises qui ont émergé au niveau européen. Deuxièmement, vous venez de le dire, au niveau européen, on a un flou juridique sur ces nouvelles technologies. Et il y a une décision récente de la Cour de justice de l'Union européenne du 25 juillet 2018 qui, à mon avis, contribue à augmenter ce flou juridique. Parce qu'elle dit, les produits issus des NBT sont des OGM, oui, ce qui est vrai. Sauf que les OGM, les OGM ont fait partie des OGM, dans la mesure où il y a eu des mutations au cours de l'évolution qui ont permis cela. Deuxièmement, elle a dit qu'on pouvait exempter des procédures OGM un certain nombre de techniques anciennes, comme la mutagénèse, alors un nom compliqué, qui consistait de manière très imprécise, par des radiations, par des produits chimiques, à changer les plantes, ce qui n'était pas très bon. Mais elle n'exempte pas les nouvelles techniques. Alors qu'on a des techniques qui sont plus sûres, qui sont plus précises, on les soumet à des procédures plus lourdes que les techniques anciennes. Alors pourquoi ça? Et ça, c'est les parlementaires européens. Et bien parce qu'on est resté aujourd'hui dans une argumentation juridique avec des techniques qui étaient celles de 2001. La directive européenne, elle est de 2001. On est en 2018. Personne n'a pris en compte dans l'évolution législative tout ce qui s'est fait de 2001 à 2018, ce qui signifie donc que de juger avec des techniques sans tenir compte des avis scientifiques aujourd'hui, c'est aberrant, c'est scientifiquement aberrant et juridiquement contestable. On a donc une décision, enfin un avis de la Cour de justice de l'Union européenne qui, à mon avis, bloque le développement de ces techniques. Donc il faudrait un peu de courage, un peu de transparence. En conclusion, c'est ça la réussite? C'est le dialogue, le courage, la transparence et le débat, notamment avec les jeunes générations. C'est les jeunes dans les lycées, dans les écoles qui doivent voir ces débats et on doit leur apprendre finalement à trier la fausse information, celle qui est produite par des marchands de peur, de l'information qui provient de savoir, sur lesquels ils doivent pouvoir poser des questions. Marie-Cécile Damas, vos conclusions, vous aussi, encore beaucoup de travail et surtout beaucoup de pédagogie. Oui, beaucoup de pédagogie indispensable, mais surtout fixer des objectifs clairs à l'agriculture européenne. A-t-on envie
de continuer à être autosuffisant en produits agricoles et alimentaires ou pas. Aujourd'hui, la productivité, elle est contestée par l'opinion publique. À mon avis, il serait temps de se dire, est-ce qu'on veut vraiment continuer à augmenter les importations et à réduire nos exportations? À mon avis, c'est un mauvais choix. Il serait important de faire ce choix clair, de continuer à produire de plus en plus et de mieux en mieux, non seulement pour répondre à nos propres demandes des consommateurs européens, mais aussi aux exportations, parce qu'on a un rôle à jouer, nous, en Europe, parce qu'on est beaucoup moins impacté par le changement climatique que nos voisins, notamment au nord de l'Afrique, qui ont besoin de nos produits agroalimentaires. Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous le voyez sur le plateau de Village Semence. Eh bien, nous posons les bonnes questions, les questions que vous posez. Je vous retrouve très bientôt pour un autre débat de fond sur l'avenir de l'agriculture. À bientôt. Merci beaucoup.